Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'infos. Un nouveau School TV Le Mag, une demi-heure concernant bien évidemment la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et des initiatives, qu'elles soient sur le plan local, régional ou national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. Le sommaire de cette nouvelle émission, l'exposition Forte, revient pour une 5e édition et ça se passe à Romainville, en région parisienne, la région Île-de-France, qui présente les œuvres des lauréats du Fonds régional des talents émergents. Et c'est jusqu'au 16 décembre, on en parle dans un instant. 100 millions d'euros de budget, un beau budget. Mais avec quelle politique, quelle stratégie pour la culture de la région Île-de-France? Mais les petits plats dans les grands, on en parle avec notre invité dans un instant. Et puis, comme d'habitude, Alix sort sa loupe. Alix, tu nous dis que le talent n'a pas d'âge? Oui, je vous parle d'un Californien de 12 ans dont les tableaux s'arrachent. Le talent, pas le palon. C'est parti. L'Expression orale, c'est avec aujourd'hui Florence Portelli. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes, plusieurs casquettes, vice-présidente de la région Île-de-France, en charge, et ça tombe bien, de la culture, du patrimoine, c'est important, et de la création. Maire également de Taverny, une commune du Val d'Oise, et également, bien sûr, vice-présidente du parti Les Républicains. Bon, pour les JO, on va pas faire la blague, on a compris. Mais je ne suis pas les chakras très ouverts quand il s'agit des transports, parce que venant de banlieue, quand j'arrive à Paris, je suis pas très tolérante. J'ai pas eu le temps de faire la blague. Moi aussi, je suis allé voir mes parents, c'était un peu compliqué. Les transports, ils sont prêts pour aller à Romainville, par contre. Il n'y a pas de souci. Oui, mais ils sont prêts aussi pour les JO, entre parenthèses. C'était une fake news pour faire diversion, ils sont prêts pour les JO. Et parce on parle... que c'est la ligne 14 qui est concernée. Et on fait allusion, bien évidemment, à la fausse polémique lancée par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Voilà, pour bien commencer, pour se mettre effectivement en température. Pas sûr qu'on est réveillé. Pour cette émission. Cette exposition gratuite présente les travaux des lauréats en art visuel de la nouvelle promotion du Fonds régional des talents émergents, donc le Forte. Elle vous inspire quoi, du coup, cette promo et surtout cette initiative que vous portez depuis de nombreuses années maintenant? Oui, alors Forte, juste pour rappeler le principe, c'est une idée de Valérie Pécresse qui s'est dit, mais comment ça se fait que la région Île-de-France, qui est une des plus grandes régions du monde, en termes de PIB, c'est même la première d'Europe, eh bien, est déficiente quelque part dans l'attractivité des talents, même étrangers, par rapport à chaque fois qu'on parlait à un jeune créateur, c'était, mais moi je vais à Berlin, je vais à Londres, à Genève, etc. Et jamais Paris, ce qui était quand même le comble. Et donc, elle s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour la jeune création. Et donc, Forte, ça vise les artistes qui ont jusqu'à 30 ans. Donc de 18 à 30 ans. Voilà, qui sont français ou pas d'ailleurs, mais qui produisent une œuvre en Île-de-France. Et soit on les aide directement avec une bourse. Combien? La bourse, elle peut aller jusqu'à 25 000 euros. D'accord. Ce qui est quand même pas rien sur 10 mois. Et soit on les aide à travers une compagnie, et c'est à la compagnie dans ce cas-là qu'on verse l'argent, et ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Donc par année, on a à peu près 40 lauréats. Ce n'est pas que dans les arts visuels, on a aussi au niveau de la musique, au niveau de l'architecture, au niveau du théâtre, du spectacle vivant. Donc, le spectre est très large. Le spectre est vraiment tout le spectre culturel possible. D'accord. On a un jury avec élus et personnalités incontestable dans les différentes cases, entre guillemets. Par exemple, sur la danse, on a eu Marie-Claude Pietragala, Horatica, Elsa Zieberstein, cinéma, on a déjà eu Marc Lavoine, on a eu Laurence Equilbeck, une grande chef d'orchestre. Vous allez les chercher aujourd'hui, c'est parrains ou alors, naturellement, au départ, Valérie Pécresse allait les chercher. Maintenant, je dirais que ça commence à rentrer un petit peu, bouche à oreille commence à être bon, et ils adorent faire ça. Ils adorent faire ça parce que ils savent que eux aussi un jour ils ont dû démarrer et c'est hyper important. Donc ce dont vous parlez, c'est l'expo à Romainville qui elle concerne vraiment ce qui est visuel. Donc au FRAC, au Fonds régional d'art contemporain, où on a cofinancé des réserves à Romainville pour aussi montrer que la culture ne se passe pas qu'à Paris. Et à côté de ça, hier, on avait les 24 heures de la création à Bastille, qui est une restitution des lauréats de l'année dernière. Ça permet aussi aux professionnels de venir découvrir les gens qu'on a promus. Et puis, vous avez aussi le book, qui est pour les professionnels, qui permet de recenser tous les artistes qui ont été primés. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour prétendre au Forte, justement, quand on est un jeune artiste et qu'on est français ou non, d'ailleurs, vous l'avez... Juste déposer un dossier. D'accord. Il y a une présélection. Mais vous voyez, aujourd'hui, ça concerne quand même 300 artistes depuis 2017. Alors, ce sont nos services, c'est vraiment neutre, entre guillemets, qui par rapport à des critères quand même assez objectifs, puisqu'ils ont l'habitude, même quand ils traitent les dossiers de la région, font une présélection
C'est un travail d'ailleurs assez monumental. Et à partir de cette présélection, on a une sélection qui nous est présentée à chaque jury. Il y a des critères objectifs ? Il y a toujours des critères objectifs. Objectivement, parfois, il y a des choses qui sont vraiment mauvaises. Donc, on sait que ça passera pas l'œil du jury. Mais sinon, c'est quand même très, très ouvert. Parce qu'après, nous-mêmes, quand on a la sélection de nos services qui arrivent, on doit nous-mêmes faire une sélection. Et on a beaucoup de dossiers qui nous sont présentés. On a une journée où on passe tous les dossiers sélectionnés en revue. Et là, c'est le jury professionnel qui... Il y a des sous, il y a cette bourse jusqu'à effectivement 25 000 euros. C'est 1 million d'euros qui est investi dans notre budget par an. 1 million pour ce fonds par an, oui, effectivement. Tout à fait. Et quel accompagnement après sur le mois après mois, justement, ils sont suivis, ils sont accompagnés, ils sont guidés, ces jeunes talents? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous disais, il y a deux types. Soit on donne directement aux jeunes talents, ça peut être un groupe d'ailleurs ou un jeune, et dans ce cas-là, par rapport à ce qu'ils ont présenté, on va dire, ils sont déjà en phase de production, ils sont déjà en phase de présenter une œuvre, un concert, etc. Soit, et ça c'est ce que je trouve aussi très intéressant, c'est une compagnie ou un lieu qu'on va financer pour que ce lieu puisse accompagner l'artiste. Par exemple, une pièce de théâtre, je me rappelle d'une année, on a aidé une jeune créatrice sur une pièce d'Edmond Rostand qui est L'Aiglon, qui demande énormément de travail, parce qu'il y a en plus énormément de comédiens, il y a plusieurs actes, enfin c'est vraiment très lourd. Et bien elle était accompagnée par une structure, par un théâtre, par une production. Donc là, on verse directement à la production. Donc il y a vraiment les deux volets, ce qui permet aussi vraiment d'accompagner des artistes extrêmement doués, mais qui ont besoin de s'adosser à un équipement ou à un lieu, à une compagnie. Et après, dans la durée, comment vous vous assurez du suivi ? Est-ce qu'il y a un suivi, justement, qui est mis en place ? Nous, on reste à disposition, les services restent à disposition. Souvent, les artistes n'en ont pas besoin, honnêtement. Ce dont ils ont besoin, c'est de notoriété, outre le financement. Et c'est pour ça que c'est très important de faire cette restitution avec les 24 heures de la création à l'Opéra Bastille, où vraiment, c'est une présentation géante, où là, on invite les professionnels, la presse spécialisée, et ça leur permet d'avoir une vitrine assez exceptionnelle. Donc c'est plus un tremplin qu'un accompagnement de longue durée. C'est un méga tremplin et il peut y avoir tout de même un accompagnement parce que on a des services dédiés qui sont à disposition toute l'année. Quelle est la particularité du FRAC? On le rappelle, ça se passe en ce moment à Romainville et c'est jusqu'au, je ne veux pas dire de bêtises, c'est jusqu'au 16 décembre. Le FRAC qui, je crois, Fonds régional d'art contemporain. C'est 40 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, les FRAC, donc, vous en avez dans toutes les régions. Celui de l'Île-de-France a cette particularité d'être sur plusieurs sites, et notamment dans le 19e arrondissement. Mais en fait, comme beaucoup de grands lieux culturels, on s'est rendu compte qu'on avait des réserves exceptionnelles qui étaient stockées. Et c'est là qu'est partie l'idée de faire à Romainville des réserves qui permettent aussi à la banlieue, entre guillemets, de profiter d'œuvres exceptionnelles. Et le FRAC, c'est ça. Donc c'est vraiment la création contemporaine. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller au FRAC avec un travail de médiation. Parce que c'est pas évident de se plonger là-dedans. Parfois, on n'a pas les codes. Et par exemple, le FRAC fait aussi ce qu'on appelle la flash collection, qui permet en fait d'aller présenter des œuvres d'art contemporain dans une mallette. Les gens partent dans les lycées et présentent et expliquent pourquoi cette œuvre est intéressante. C'était ma question suivante justement, Florence Portellier. Est-ce que l'art contemporain, par la nous-en, moi, beaucoup plus jeune, j'ai découvert l'art contemporain pas à l'école, mais quand je suis allé à la FIAC. Et c'est vrai que c'était extraordinaire, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance-là. D'ailleurs, les vos lauréats, vous pensez qu'on va les retrouver naturellement à la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC? Je leur souhaite. Après, vous savez, on n'est pas tous égaux en talent. Enfin, on peut avoir du talent, on n'est pas forcément un génie. Et ça, il faut aussi l'accepter. L'art, c'est multiple. Après, ce qui est passionnant dans l'art contemporain, c'est qu'il n'y a pas de frontières et ça demande en fait beaucoup d'évasion spirituelle et ne pas s'accrocher, s'arrimer forcément à des codes. Mais ça s'explique. Moi, je le pratique dans ma commune. On a une semaine d'art contemporain. Taverny. À Taverny, on fait venir, et une année on a fait venir par exemple une toile de Dufy, on a eu cette chance par le musée Pompidou. Il y a eu de la médiation pour expliquer la toile, mais après, il y a eu un aller vers, justement au FRAC, au Palais de Tokyo. Et nous avons actuellement ouvert une microfolie. C'est pareil, la microfolie, on explique quels est des mouvements picturaux, alors aussi classiques, plus anciens, mais également récents. Mais après, c'est un tremplin pour un aller vers. En fait, ce qui est vraiment très important, c'est la médiation.
Il suffit pas de jeter comme ça quelqu'un, de dire bah voilà, ça c'est bien. Puis, des fois on regarde, on se dit mais c'est pas bien, c'est naze. J'ai déjà entendu ça évidemment devant certaines expositions. Et non, c'est pas forcément naze, mais il faut pouvoir donner les codes. L'art contemporain, vous me dites en gros que, et l'art de manière générale, ça parle encore aujourd'hui à nos enfants. Tout dépend de comment c'est présenté et peut-être dès le plus jeune âge. Vous savez, il n'y a pas que l'art contemporain. Moi, ce que je regrette, c'est que de manière globale, la culture, l'art, mais même dans son sens le plus vaste, même la littérature, etc., ça parle plus beaucoup, tout simplement parce que, il y a un déficit éducatif de certains parents. Et ça ne touche pas que les milieux populaires. Donc c'est pour ça, vous voyez, par exemple, dans ma ville, moi je fais ça dans tous les quartiers, parce que même dans des milieux dits entre guillemets plus bourgeois, parfois il y a une carence éducative aussi là-dessus. Il y a un nivellement par le bas qui est quand même terrible, qu'on constate même au niveau de l'éducation nationale, au niveau des enfants, dans les évaluations qu'il y a eu par exemple en CM1, là, le bilan qui est catastrophique. Donc si vous voulez, l'appétence vers la découverte et l'enrichissement intellectuel et culturel, c'est un travail qui est énorme parce que la France, là-dessus, s'est abaissée. Parole de lauréat, justement, au FRAC, ça donne ça. Je présente une série de sculptures aux motifs géométriques empruntés à la structure cristalline d'une monazite, qui est un minerai rare qui est utilisé dans le développement des énergies vertes. On se pousse toujours à plus produire, plus créer. Et là, c'est plutôt des pièces qui sont nées d'une nécessité de repos et de repenser la manière qu'on a de fonctionner en tant qu'artiste émergent, émergente. L'œuvre que je présente ici s'appelle Avux Kimetcherks et c'est une pièce travaillée en collaboration avec mon frère Simon, qui est trouble du spectre autistique. Une installation qui essaie d'être sensorielle. Il y a un lit vibrant, il y a des sculptures, et il y a aussi des vidéos. J'ai développé des œuvres dans un parcours, dans différents endroits, avec différentes personnes qui partagent un peu leur perception du monde. Et je propose aux gens de s'immerger dans l'intimité de l'autre pour pouvoir voyager mentalement. L'œuvre que je réalise est une œuvre brodée. C'est une scène souple et nomade pour un théâtre d'Île-de-France, la MC 93 à Bobigny. C'est un peu une constellation d'objets qui s'intitule Atlas des gestes et qui raconte les lieux dans lesquels les gens, notamment les Franciliens, dansent dans Paris depuis l'époque médiévale. C'est une installation avec plusieurs sculptures photographiques qui retracent le corps en mouvement et les limites du corps, où les pistes sont un peu brouillées entre ce qui est considéré comme l'intérieur et l'extérieur. L'art va se démocratiser avec ce type d'action. Oui, alors il se démocratise quand même depuis un petit bout de temps, mais après la démocratisation, encore une fois, ça ne doit pas être le nivellement par le bas. On a eu trop tendance aussi, même dans certaines banlieues, à dire je caricature, mais je vais à Bondy, donc je vais faire du hip-hop et du rap. C'est plus possible. Donc il faut promouvoir aussi l'excellence et se dire qu'évidemment, n'importe qui est capable d'accéder à l'excellence. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le FRAC, les artistes répondent aussi sont un miroir de la société. Ils se posent des questions sur l'identité, ils se posent des questions sur la migration, ils se posent des questions sur le rapport de l'homme à la nature. L'inclusion, on a vu aussi. L'inclusion. Donc, c'est aussi le reflet d'une époque. Est-ce qu'il y a un âge où on doit justement sensibiliser un petit peu plus qu'à un autre moment de la vie les enfants, ou est-ce qu'on se dit, moi je vois passer 10-12 ans, est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce qu'il ne faut pas le faire le plus jeune possible? Comment ça se passe à Taverny, par exemple? Alors, nous, c'est dès le fœtus. Voilà. Donc on prend très tôt. Les mamans ont droit à ce qu'on appelle Bébissimo, qui est importé de Scandinavie, pour au niveau musical, percussif, etc., vibrer et partager des sensations avec le bébé. Et après, j'allais dire, c'est du non-stop. On vit culturellement, on meurt culturellement à Taverny. J'y tiens, et moi, c'est quelque chose que je veux porter, bientôt un livre, mais je le porte nationalement bientôt. C'est l'éducation culturelle et musicale obligatoire. Je pense que ça changerait ce pays, qu'on aurait beaucoup moins de... Comme à Taverny Ah oui, alors, c'est pas obligatoire, mais vous avez le label 100% AEC. En fait, c'est pas obligatoire, mais en réalité, ça devient. Parce que, par exemple, en CM1, CM2, tous les enfants, quel que soit le quartier, l'école, etc., pratiquent ou un instrument de musique qu'on offre pendant 2 ans, ça peut être un saxhorn, un tuba, un violon, un violoncelle, etc. Pratiquent des musiques actuelles, comédie musicale. C'est pas la petite flûte comme j'avais à l'époque. Voilà, c'est le pipeau. Ou chorale. Et c'est des professeurs du conservatoire qui viennent enseigner à l'école. On a même des professeurs d'éducation nationale qui se mettent à l'instrument aussi pour être avec les enfants. On a un partenariat avec la Philharmonie de Paris. On a de la médiation culturelle avec des grands critiques de films, avec des écrivains, enfin bon. Mais
c'est le meilleur moyen pour lutter contre la violence, contre l'absence d'empathie et contre la bêtise. La bêtise qui alimente finalement les faits divers tous les jours. Le meilleur moyen, c'est comme ça qu'on construit du lien. On met combien de temps à avoir ce label? On a parlé avec plusieurs villes qui rêvent de l'avoir, mais on sent qu'il faut quand même mettre les petits plats dans les grands. Parce que vous voyez, ce qui est terrible aujourd'hui, pourquoi il y a de la violence? C'est qu'il y a une incapacité à raisonner, à réfléchir. Alors déjà, au niveau de l'école, le fait, par exemple, qu'on ait nivelé par le bas la grammaire, la conjugaison, qui étaient les meilleurs moyens, finalement, de connecter un peu les neurones. Après, on envoie les gosses au collège et au lycée, on leur demande de débattre alors qu'ils n'ont pas les mots. Bon, donc il faut apprendre à raisonner. Mais la musique, par exemple, c'est extraordinaire parce que vous êtes obligé en classe orchestre d'écouter l'autre. Ça vous donne de la dignité parce que vous produisez quelque chose de beau, vous réalisez dans quelque chose. C'est très bon pour le raisonnement. La musique, c'est aussi des mathématiques. Il suffit d'écouter Bach, ça s'entend. C'est même de la physique. Le piano, par exemple, entre les tons, il y a des hertz, enfin, ou un orgue, ou ce que vous voulez. Enfin, ça coche toutes les cases et on sait qu'intellectuellement, c'est ce qui développe le plus toutes les zones du cerveau. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est une option, c'est fondamental. Et je pense que si on devait porter un vrai programme national dans ce pays, ça passerait déjà par ça, même aussi par la philosophie. On a des contes de philo pour les enfants de dernière année de maternelle. Pourquoi il y a des gens qui se radicalisent ou qui versent dans l'obscurantisme? Parce que justement, ils n'ont plus la capacité à douter ou à questionner. Le meilleur moyen de questionner, c'est la philosophie. Esprit critique, dès le plus jeune âge, la philo? Ah mais oui, c'est pour ça que vous me dites à partir de quel âge, je vous dirais, on sort du ventre de maman et on démarre. Sinon, le reste, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Vous êtes en charge, bien évidemment, de la région, toute la partie culture. On a dit un budget conséquent, 100 millions d'euros, dont 10 pour les livres. Pourquoi? Pour le livre, pourquoi? C'est pareil. Alors, en plus, on a des jeunes aujourd'hui qui sont très branchés smartphone, iPhone, écran, etc. Et qui, du coup, normalement, ne devraient pas concurrencer, mais c'est vrai qu'il y a un déclin dans la volonté de lire. Rajoutez à ça que parfois, vous avez des enseignants qui expliquent qu'il vaut mieux faire lire de Victor Hugo Le Dernier jour d'un condamné parce que c'est court, même si c'est un excellent livre, plutôt que Les Misérables parce qu'il y a 3 tomes, on en est quand même là. Et c'est vrai que le fait... ça peut être une amorce. Oui, mais le problème, c'est quand j'adore Le Dernier jour d'un condamné. Le problème, c'est quand on reste à l'amorce et qu'on ne va pas plus loin. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, même très brillants, qui n'aiment plus lire, qui trouvent ça barbant, et parce qu'en plus, ils ont cette facilité de l'écran et de l'immédiateté tout de suite. Donc, il faut à tout prix les éduquer à lire. Le livre, c'est fondamental. Tu vas écouter le résumé du livre en un quart d'heure ou 20 minutes, avec telle ou telle application, j'imagine. Oui, quand on l'écoute, parce qu'il y en a, ils ne s'entendent pas complètement. Mais, et puis, il faut aussi prendre le temps de faire aimer lire. Moi, je le vois à la maison, j'ai une fille j'ai de la chance très cultivée, mais qui avait du mal avec la lecture. Et moi, on a pris le temps. À chaque fois, je disais, bon, bah voilà, ce livre, il parle de ça, ce livre parle de ça. J'avais droit à, ouais, mais ça, c'est naze, ça m'intéresse pas. Et puis, un jour, le déclic est venu avec L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc, un Arsène Lupin. Et ça a été le déclic. Mais j'ai pris le temps avant de lui lire des livres, de lui présenter les choses, en me disant, bah voilà, c'est pas acquis, elle est plutôt cinéma, elle est plutôt théâtre, bon, c'est déjà pas mal. Mais le livre, bon. Mais pour les parents qui n'ont pas le temps, qu'est-ce que l'école peut faire de plus? Et vous croyez que j'ai le temps, moi? Le temps, c'est une question de choix. C'est-à-dire, quand on est parent, la première des priorités, c'est la transmission à son gosse. Sinon, il ne faut pas faire de gamin. Comment on passe du savoir lire au aimer lire, justement? S'il n'y a pas le déclic comme l'a eu votre fille, par exemple. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que... Oui, parce qu'en fait, le livre, c'est large. Peu importe ce qu'ils disent, parce qu'on a beaucoup entendu parler du pass culture avec, bien sûr, ça a fait monter les mangas. Les mangas. Oui, alors je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de mieux, mais aimer lire, c'est même aussi parfois démarrer d'une réalisation et de repartir en arrière. Par exemple, je vous donnais l'exemple d'Arsène Lupin. Il y a une adaptation assez éloignée, mais avec Omar Sy, mais qui est intéressante. Ça peut être un moyen d'amener vers, où vous allez emmener un gosse voir une pièce de théâtre qu'il va trouver absolument vibrante, et vous dites, bah, tu sais que ça, en fait, ça vient de là, ça vient de tel auteur, etc. Il y a des tas de moyens de faire aimer lire. La bande dessinée aussi. Genre, Hergé, c'est un auteur extraordinaire. Tintin, ce n'est pas de la mauvaise littérature. Donc non, il y a des tas de moyens, mais éduquer et transmettre, ça demande un minimum d'imagination. Et c'est pas non plus se débarrasser de l'enfant et de le filer à la société. On a beaucoup trop de parents qui considèrent qu'une fois qu'on l'a mis à l'école, c'est au prof d'instruire. C'est le rôle de l'éducation nationale, c'est parti, de faire un peu toutes les... Même parfois, les ophtalmos, enfin maintenant, c'est le menu, c'est à la carte, la parentalité, elle est déléguée à la société. Ben non, la parentalité, c'est aux parents avant tout. Et tout passe, j'ai bien compris en tout cas,
Avec votre vision par la culture, on a parlé du label 100% AEC, vous l'avez à Taverny. Oui. Il y a pas mal de villes qui souhaitent l'acquérir. Est-ce que vous, à la région, vous encouragez ces villes? C'est pas forcément votre rôle, mais... Alors, comment vous pouvez les aider? Comment vous pouvez les... L'encouragement, c'est pas tellement, vous savez, les labels, bon, ça vient toujours officialiser une politique, oui. Mais surtout être très vigilant à ce que ce ne soit pas cosmétique. C'était facile, par exemple, on en parlait avec Valérie Pécresse avant, c'était plutôt, tiens, je suis allée dans un lycée, j'ai passé une demi-heure dans une classe, donc j'ai traité le lycée. C'est pas ça de l'EAC. L'EAC, c'est sur de la durée, ça demande du temps. C'est pas un one-shot comme ça dans une classe, et c'est plusieurs élèves, plusieurs classes du lycée. Donc il faut faire très très attention à pas faire des opérations de com et à ne pas se satisfaire du... Il y en a qui trichent. J'essaie de lire entre lignes, France Sport. C'est toujours bien, mais visons le toujours mieux. Il faut se battre un petit peu pour avoir le... Parce que tout le monde prêche un petit peu pour sa paroisse, vous prêchez forcément pour la culture. Comment ça se passe avec Valérie Pécresse? Vous devez toujours un petit peu défendre votre budget, ou Valérie Pécresse, elle se dit... Ah non, elle est convaincue. Vous savez, j'ai toujours dit en 2015, moi je la connaissais parce qu'elle a toujours été dans les territoires, mais je suis allée vers elle parce que c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui disait « je vais augmenter le budget culture ». Je vous dis ça parce qu'à l'heure des économies, on sait que c'est toujours la culture qui trinque. Eh bien, pas avec elle. Et d'ailleurs, avant qu'elle ne soit présidente de région, le budget était de 85 millions. Elle l'a fait passer à 100 millions. Elle n'a jamais dérogé à la règle, sauf parfois pour l'augmenter. Et là, on est un petit peu plus à 103, voire même 104. Oui. D'accord. La loupe, Alix. Alix, tu nous parles d'Andrés Valencia. C'est un jeune, très jeune Californien. Il a 12 ans. Et ses toiles, ses tableaux s'arrachent déjà. Oui, certains de ses tableaux se sont même vendus pour plus de $100 000. Tout a commencé pour lui à l'âge de 4 ans, âge auquel il semblait déjà avoir du flair pour les affaires. Florence Portelli, on l'a raté celui-là. Oui. Chapeau, ça fait rêver. Ce jeune homme, on l'a raté en Ile-de-France. Ouais. Il vendait ses peintures donc à 4 ans à des membres de sa famille et des amis pour $20. Parmi eux, un certain monsieur Chase, qui n'est autre qu'un galeriste ultra renommé. Une chance pour Andrés, puisque ce dernier décide d'acheter un de ses tableaux pour $5 000. C'est un vrai coup de poker, puisque c'est ce qui va lancer la carrière du jeune Californien. Ses peintures surréalistes suscitent alors l'intérêt de vrais collectionneurs, comme le producteur de musique Tommy Mottola. Certaines de ses créations ornent même les intérieurs de célébrités telles que Channing Tatum. En juin 2022, Andrés a eu l'opportunité de présenter sa première exposition à la Chase Contemporary Gallery de New York, où il a vendu 35 de ses œuvres à des tarifs compris entre 50 000 et 125 000 $. Et puis, autre fait marquant, à l'occasion d'un gala de charité en Italie, l'une de ses toiles, Maya, est partie pour 230 000 $. Son style, vous l'avez vu, est très cubique et coloré. Andrés dit puiser son inspiration dans des chefs-d'œuvre tels que Guernica, mais aussi dans les œuvres de Jean-Michel Basquiat, Georges Condo. Il parle aussi, et c'est un peu plus cohérent compte tenu de son âge, du dessin animé Pokémon. Merci, ça m'assure. Je me dis, le mec a 12 ans, quoi. Selon les propos de sa maman, elle et son mari veillent à ce qu'Andrés garde les pieds sur terre. Sous leur impulsion, le jeune artiste a fait preuve de générosité, puisqu'il a reversé $300 000 de ses gains à des associations luttant contre le SIDA et à l'ONG Box and Hope qui soutient les enfants. Et d'après le New York Times, les artistes mineurs sont rares mais pas inexistants. Il y a par exemple Lola June, une enfant de 2 ans dont les gribouillages ont été vendus entre 250 et 1500 $, ou encore Marla Olmsted, dont les premières œuvres réalisées à 4 ans ont été adjugées pour plusieurs milliers de dollars. Oui, ça c'est les États-Unis, parce que je trouve qu'en France, pédagogiquement, alors autant on nivelle par le bas et on ne vise pas l'excellence, et à contrario, on a tendance à casser systématiquement quand on n'est pas dans les codes. Et ils ont une bienveillance, je trouve qu'on a plus sa chance parfois dans les pays anglo-saxons que chez nous. Alors, là, il y a presque une dimension marketing aussi. Mais pas que. Et justement, c'est bien de dire, il y a nos limites, quoi. On peut croire en ses rêves. Je dis toujours, je me dis, mais ça, j'aurais bien aimé faire ça. Je dis, pourquoi j'aurais bien aimé, faut le faire. Il n'y a pas de limite. Ouais. Quand on a vraiment un rêve sincère, on y arrive. C'est terrible ce que vous nous dites, parce qu'au final, on a peut-être des Andrés Valencia ici en France et pourquoi pas en région Île-de-France, qui est, je sais, un gros bassin en termes de talent et d'artistes, et qu'on pourrait passer à côté de ces talents-là. Alors,
Je pense que parfois, heureusement, on tombe sur des bonnes marraines ou des bons parrains. Et il y a aussi un facteur chance. Mais c'est vrai que, notamment au sein de l'école, parfois, on devrait un peu ouvrir... ça s'intéressait plus à la personnalité aussi, parfois, des gamins et à leur richesse. Mais ça, c'est une déclinaison de l'empathie également. Ça vaut aussi pour les enfants. Florence Portelli, c'est quoi le concours patrimoine en poésie? Je crois que vous y êtes très attachée. Ah, ça c'est un joli concours. En fait, c'est un concours où des enfants écrivent un poème à partir d'un lieu patrimonial d'Île-de-France. Ça tombe bien, il n'y en a pas du tout. Lieu patrimonial au sens vraiment le plus large. D'ailleurs, on a un label patrimoine d'intérêt régional créé par Valérie Pécresse pour le patrimoine non protégé. Et ça permet dans toutes les villes et villages d'Île-de-France de se focaliser sur un lieu qui est emblématique d'une histoire, d'un passé. Ça va d'une halle à fromage à des gares art déco, à des cités industrielles, à des 213 labels, j'ai vu distribuer à ce jour. Et c'est assez extraordinaire. Et justement, il y a 2 ans, on a eu une scène assez émouvante, la remise des prix à Versailles, au château de Versailles. Une jeune fille qui prend son prix, qui avait fait un poème sur le château de Versailles, un très joli petit poème. Et tout à fait classique comme gamine, j'allais dire. Et puis quand on est reparti, on voyait qu'elle était particulière. En fait, c'est une autiste. Mais elle, son rêve, son obsession, c'est le château de Versailles. C'est ce qui l'a fait se lever le matin et ce qui l'a fait rêver le soir. Et elle a fait un poème extraordinaire. C'était hyper émouvant. Et par ce poème, finalement, on lui restaurait aussi sa dignité et son talent. Alors que peut-être que dans la vie ordinaire, elle était un peu plus en marge. Donc oui, c'est un joli concours. 2024 peut-il être placé sous le signe de la culture? Il le faut? En fait, le problème, c'est que tout devrait être placé sous le signe de la culture parce que l'éducation et la culture, ça doit être les fondations de notre maison commune et d'une nation. Et c'est ce qui permet d'avoir des codes communs. Avec la transmission. Sans code commun, le pays implose et c'est ce qui se passe en ce moment. Et on devrait tirer la sonnette d'alarme plutôt que de faire des bons de cabri, des opérations de com et parfois de stigmatiser les uns et les autres. Vous arrivez à rester positif, Florence Portelli, vous qui êtes aux premières loges, vous qui êtes vice-présidente des Républicains? Oui, tout à fait. L'optimisme, c'est dans ma nature. J'ai la niaque et l'optimisme, oui. Merci Madame la vice-présidente d'être venue nous voir aujourd'hui sur School TV. Florence Portelli, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de la culture et maire, vous avez beaucoup de chance, la très belle ville de Taverny, dans le Val d'Oise. Merci Alix, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain.